Bonjour à tous. Si je vous demande ce que représente pour vous la forêt de montagne, vous allez me parler de champignons, de faune sauvage, de balades en VTT, d'exploitation forestière peut-être. Eh bien la forêt de montagne, c'est tout cela à la fois. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est multifonctionnelle. Elle a une fonction de préservation de la faune et de la flore. Elle a une fonction de protection en retenant les avalanches et les blocs rocheux. Elle a une fonction économique à travers l'exploitation du bois. Et elle a une fonction sociale, de loisirs, d'autant plus importante qu'elle est proche des grandes villes. C'est l'ensemble de ces rôles, de ces fonctions que nous allons maintenant découvrir, explorer, afin de mieux comprendre ce qui fait toute la richesse de cette merveille de la nature qu'est la forêt de montagne. Nous sommes dans le massif de la Grande Chartreuse, à cheval sur les départements de l'Isère et de la Savoie. Un massif qui a été classé parc naturel régional en 1995. Ce massif est connu pour sa liqueur, pour son monastère que vous voyez derrière moi, et aussi pour sa forêt. Et je me tourne à présent vers Paul Claus, qui travaille à l'Office national des forêts. Paul, bonjour. Bonjour. Paul, la première chose que je voudrais vous demander, c'est quelle est la différence entre une forêt de plaine et cette forêt de montagne où nous nous trouvons aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs différences entre la forêt de montagne et la forêt de plaine. Alors la première, c'est l'étagement de la végétation qui dépend de l'altitude et de l'exposition. L'altitude et l'exposition sont des facteurs qui ne changent pas en plaine mais qui sont extrêmement variables en montagne et qui génèrent des conditions écologiques différentes et qui de ce fait permettent la croissance d'espèces forestières différentes. Quelles sont les essences particulières que l'on trouve dans le milieu montagnard ? Alors dans le massif de la Chartreuse, on retrouve cet étagement de la végétation. Dans la partie basse, en dessous de 600 à 700 mètres d'altitude, on a ce qu'on appelle la forêt collinéenne qui comporte uniquement des feuillus, du hêtre et du chêne principalement. Au-dessus, entre 600 et 1200 mètres d'altitude, on a la forêt montagnarde qui est principalement composée de hêtre et de sapin, c'est ce qu'on appelle la hêtraie sapinière. Et au-dessus, dans l'étage subalpin, donc au-dessus de 1300-1400 mètres, on a une forêt qui est principalement composée d'épicéas. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre forêt de plaine et forêt de montagne ? Alors c'est la deuxième particularité de la forêt de montagne par rapport à la forêt de plaine, c'est la pente. La pente est souvent forte, ça génère des difficultés pour accéder aux coupes de bois, pour utiliser les engins qui permettent de traîner le bois et de le sortir de la forêt. Donc on a des coûts d'exploitation et des difficultés d'exploitation beaucoup plus fortes en montagne qu'en plaine. Et justement, pour en savoir plus sur cette fonction économique, nous allons nous rendre dans une scierie, en compagnie de Michel Cochet, qui va nous expliquer comment est organisée la filière bois en montagne. C'est parti. Nous sommes à présent à la scierie Sourd, en plein cœur du massif de la Chartreuse, à Saint-Pierre-d'Entremont. Nous allons suivre, étape par étape, le chemin parcouru par le bois. Michel Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Créabois Isère, un organisme destiné à promouvoir l'ensemble de la filière bois. Je vous propose qu'on aille se mettre dans un endroit un peu plus calme, parce qu'ici c'est vraiment bruyant. On parle souvent de la filière bois sans toujours savoir ce qu'on met derrière ces mots. Alors dites-nous, la filière bois, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, la filière bois rassemble l'ensemble des professionnels de la forêt, bûcherons, débardeurs, transporteurs de grumes, les entreprises de la première transformation, les scieurs, et puis toutes les entreprises de la deuxième transformation, ébénistes, menuisiers, charpentiers, tourneurs, et puis les professionnels de la pâte à papier. En France, c'est environ 400 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Alors, ces professionnels sont organisés en interpro, départementales et régionales. Et la vocation de ces interpros, comme ici en Isère, avec Créabois Isère, c'est la promotion du matériau bois, la promotion des entreprises et des formations du bois, et puis l'accompagnement des entreprises, notamment avec les nouvelles normes européennes notamment. Alors est-ce que l'exploitation en montagne se porte bien et par exemple, est-ce que les réserves de bois sont suffisantes ? Les réserves en montagne sont importantes. Le taux de boisement, c'est 40% sur les forêts de montagne. En plaine, on n'a que 25%. Et oui, la forêt de montagne est sous-exploitée par rapport à son homologue de plaine. Mais alors pourquoi, me direz-vous ? L'explication est simple. Couper du bois en forêt n'est rentable que si d'une part le bois est de qualité, ce qui est le cas en Chartreuse, mais aussi si l'on accède facilement aux parcelles à exploiter. Et pour cela, il faut créer des pistes forestières que l'on appelle des dessertes. Et en montagne, ça devient vite compliqué parce que les pentes sont raides, souvent entrecoupées de barres rocheuses et les propriétés à traverser nombreuses. D'où un coût d'exploitation plus élevé.
Alors, puisque nous parlons d'exploitation et de gestion de la forêt, nous allons commencer par le début et nous rendre au cœur de la forêt de Chartreuse, en compagnie de Roger et de son équipe de gardes forestiers. Alors donc, je fais partie donc, de l'Office national des forêts, l'ONF. Donc l'ONF gère les forêts domaniales et les forêts communales. Alors chez nous à Chartreuse, on enlève entre 60 et 120 mètres cubes par hectare. Sachant qu'en Chartreuse, la forêt pousse très très bien. On n'a pas trop de problèmes de régénération, c'est-à-dire pas de problème de jeunesse. Parce que dès qu'on enlève un gros, la jeunesse arrive. Alors aujourd'hui donc on va marquer la parcelle 80, donc qui se situe au-dessus de la grange du Billon. Elle fait au total 14 hectares 27, mais je pense qu'on va en marquer aujourd'hui seulement 8 hectares. On va aller la prendre par là. Donc elle est un petit peu compliquée dans le sens où on va faire une virée comme ça, vous voyez. On va tous se retrouver sur le chemin de la Serna, on va remonter à vide à la Serna et on va repartir comme ça et en retour on aura terminé. La première étape est le martelage des bois. Cette opération consiste à marquer les bois à abattre. Chaque parcelle de forêt est ainsi gérée environ tous les 8 ans. C'est ce qu'on appelle la rotation. Les critères donc, de sélection pour le martelage, c'est bien sûr donc, les arbres qui sont déjà morts, qu'il faut enlever, qu'il faut prélever. Les arbres qui vont crever, qui vont mourir dans les 8 ans à venir. Et puis ensuite, donc, une forêt c'est comme un jardin, c'est-à-dire qu'on y travaille dedans, on éclaircit, on sélectionne. Voilà, donc on a enlevé cet épicéa tout simplement parce qu'il est au milieu d'une tache de semis, c'est-à-dire au milieu d'une régénération. Voilà la future future jardinée. 3 marques simplement, donc 2 au corps et une au pied, ce qu'on appelle au pied. Donc au corps, une c'est pour que le marchand de bois ou le bûcheron puisse visualiser la grume à couper. Une en haut, c'est pour que le collègue qui est au-dessus voie que je l'ai pris, qui ne descende pas à le chercher. Et celle au pied, c'est une marque de contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que le bûcheron l'a coupé, nous on repasse derrière et on vérifie que la souche a bien été marquée. Ah, voilà, donc celui-là je ne le marque pas parce qu'il a un trou de pique et apparemment il y en a d'autres également plus haut. Donc on essaye de laisser un arbre par hectare pour favoriser justement la reproduction des pics notamment. Donc bien sûr ils se nourrissent de vers, mais également ils nichent dans les trous plus hauts, notamment les trous de faillarde. Une fois cette opération de martelage effectuée, le forestier va éditer une fiche d'article présentant les caractéristiques de sa parcelle. Sa surface, le nombre, le volume, le type d'essence des arbres marqués, etc. La vente des bois sur pied constitue la seconde étape. Tous les marchands de bois et exploitants se réunissent en un lieu, les uns pour acheter, les autres pour vendre. Les fiches d'articles sont proposées à la vente et sont adjugées au plus offrant. Le lot est attribué aux établissements Lapierre pour 34,70 € du mètre cube. Une fois que cette coupe est adjugée, ce qu'on appelle adjuger à un exploitant forestier, c'est à lui donc bien sûr d'embaucher une équipe de bûcherons qui va venir l'exploiter, c'est-à-dire la couper. Les ébrancher, avec les branches bien sûr. Et ensuite, il embauche également un débardeur. Un débardeur, c'est un tracteur forestier qui va venir les débarder, c'est-à-dire les emmener de la forêt jusqu'au chargeoir. C'est là où le camion va donc les prendre en charge, va les charger et va les emmener à la scierie pour qu'ils soient débités. Nous sommes de retour devant la scierie sourde, devant d'immenses billes de bois qui viennent de sortir de la forêt de Chartreuse. Michel, quelles transformations vont-elles subir? Donc, il y a 2 types de transformations. La première transformation, c'est le sciage. Et la principale transformation dans les scieries de résineux, comme ici, c'est le bois de construction. Les sciages pour la construction, le bois de charpente, le sature bois.
Le deuxième débouché dans la transformation de sillage résineux, c'est le bois pour l'emballage, la caisserie, les palettes, etc. Et la deuxième, elle consiste en quoi? Alors, cette deuxième transformation, c'est un réseau important d'artisans ou d'industries, charpentiers, tourneurs, menuisiers ébénistes, où on transforme les sillages produits par la première transformation en produits finis plus élaborés, directement vendables. Mais est-ce que le bois n'est pas un petit peu dépassé face aux matériaux modernes qui lui font concurrence? Non, pas du tout. Le bois a d'excellents avantages. C'est un excellent isolant thermique, un excellent isolant phonique. Il a des caractéristiques mécaniques importantes. Associé à d'autres matériaux, comme le verre ou comme la pierre, qui se développent de plus en plus. On a des réalisations de très belle qualité. On parle de plus en plus de bois énergie. Une France qui demain se chaufferait au bois, vous y croyez? Pourquoi demain? Mais aujourd'hui déjà on se chauffe au bois, on se chauffe de plus en plus au bois. La vente de poêle a doublé en 2005. Déjà parce que ces machines ont des rendements de plus en plus élevés, on a des rendements proches de 80%, on a des avantages fiscaux au niveau national, on a des aides, et puis on a une disponibilité de la matière première, et puis parallèlement on a le prix des énergies fossiles qui a augmenté de façon importante, qui va rester haute pour les prochaines années, d'où l'attrait et l'intérêt du bois énergie. Vous dites que le bois est un matériau écologique, durable, mais j'imagine que ça dépend de la façon dont il est exploité. Alors, on a développé en Europe et en France, et aussi sur Rhône-Alpes, ce qu'on appelle PEFC, c'est le Programme européen des forêts certifiées. Alors, ça garantit au client final que les produits qu'on lui vend à base de bois proviennent de forêts gérées durablement. Alors, cette gestion durable des forêts, elle doit satisfaire un certain nombre de critères qui ont été définis dans le cadre de ce programme européen, qui va permettre d'effectuer la traçabilité, de suivre la traçabilité de la matière première PEFC jusqu'au client final et donc de garantir la bonne gestion durable des forêts. C'est une gestion environnementale et des critères sociaux positifs. Bernard Fichesser est ingénieur agronome et forestier. Il est spécialiste d'écologie appliquée et de paysagisme d'aménagement. C'est lui qui va maintenant nous parler de la fonction de préservation des espèces animales et végétales que joue la forêt de montagne. Effectivement, la forêt est connotée comme une grande réserve de nature pour les citadins qu'on est devenus à 80% en Europe. Une forêt en elle-même, c'est un écosystème, c'est-à-dire une grande machine à vie branchée sur l'énergie solaire qui est au fond l'usine à vie la plus performante que l'évolution ait pu ajuster sur Terre. Et une forêt par essence même, au fond, c'est le milieu naturel le plus diversifié qu'on puisse inventer, avec tous les rouages bien représentés. Donc une forêt, c'est vrai, c'est synonyme effectivement de richesse biologique. Pénétrons un petit peu. Alors qu'est-ce que l'on voit? Regardez, voilà quelque chose aussi qui est très intéressant pour la biodiversité en forêt. Du bois mort. Il est en train d'être décomposé par des communautés d'êtres qui s'acharnent au fond à dissocier ce bois et à remettre en circulation dans le sol de la forêt tous les éléments minéraux que les arbres avaient puisés. On est là face à un arbre qui a été cassé par la tempête. Alors ça s'appelle une chandelle, c'est la partie qui reste en place. Et puis le haut a été cassé et il est tombé à l'état de ce qu'on appelle un volis. Immédiatement, des êtres vont attaquer et là ce sont des champignons qui l'ont infesté à l'intérieur et qui sont en train de dissocier à la fois la lignine et la cellulose pour au fond recycler tous ces éléments. Mais regardez, si on soulève l'écorce de cet arbre mort, regardez comme il est attaqué et regardez, c'est plus du bois, c'est du papier humide. Ce sont les champignons qui l'ont dissocié et ça prouve la vitalité de cette forêt qui arrive à recycler rapidement ces éléments pour que l'usine à vie puisse avoir sans arrêt de la matière première pour fonctionner. Un élément fondamental de la forêt, c'est le sol. Et on va découvrir un monde extraordinaire. Il y a, regardez donc, des multitudes de champignons, des petits êtres qu'on ne verra pas là, des acariens, des colamboles, qui ont pour tâche de dissocier la matière organique et de remettre en jeu la matière minérale, c'est-à-dire l'azote, le carbone, l'oxygène, etc. et que la forêt va reprendre pour fonctionner. Alors nous sommes là à côté d'une composante importante de la diversité biologique de la forêt,
la fourmi rousse. Il y en a à peu près de l'ordre de 100 000 à 1 million. Et ces fourmis sont importantes pour l'équilibre de la forêt. Et à peu près 40% des insectes qu'elles prélèvent sont des insectes, au fond, qu'un forestier pourrait considérer comme des risques pour la forêt, des insectes que l'on dit nuisibles. Alors si on tapote ici, hop, comme ceci, et qu'on sent sa main, d'abord on les voit qui s'agitent beaucoup, et ensuite quand on sent une odeur extrêmement forte. C'est un des poisons les plus violents que le règne animal ait ajusté, c'est de l'acide formique. Qui leur sert de défense, qu'elles utilisent comme moyen de défense. Ce qui est fondamental quand on se promène dans un milieu naturel, c'est d'être à l'éveil, d'être curieux. Et regardez, à chaque moment, c'est une quête au trésor. Voyez cette souche. Regardez, c'est assez étonnant. On voit d'abord, regardez, le petit sapin qui est en train de se régénérer. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des cônes de conifères qui ont été désarticulés. On a prélevé les graines. C'est un petit mulot qui s'est installé là et qui a cassé la croûte. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? De la mousse. Regardez, ça fait partie justement de cette biodiversité de la forêt. Et la mousse est très intéressante parce que c'est une véritable éponge. Elle stocke l'eau de pluie. C'est une éponge et elle la redistribue après progressivement. Et alors, la tâche d'un sylviculteur n'est pas commode parce qu'il est obligé de gérer cet immense vaisseau vivant avec ses écureuils, ces colosses que sont ces arbres, ces chevreuils, ces champignons qui dissocient le bois et tout ça. Et il doit tenir compte des équilibres tout en produisant du bois de qualité. Donc c'est une tâche très difficile et qui implique d'être bien attentif à la vie même de la forêt. La montagne n'est pas sans risque, nous le savons bien. Les avalanches, les chutes de pierres menacent les routes, voire les habitations. La forêt peut jouer un rôle de protection. Pour voir concrètement comment fonctionne cette protection, nous allons nous rendre au Sapet en Chartreuse, à la rencontre de Frédéric Berger. Frédéric Berger est ingénieur au CEMAGREF, un institut de recherche qui s'occupe, entre autres choses, d'aléas gravitaires rapides. Oula, ça a l'air compliqué ça. Alors, les aléas gravitaires rapides, c'est pas si compliqué que ça dans le principe. C'est simple, tout ce qui est au sommet d'une montagne, un jour ou l'autre, va finir par descendre sous l'action de la gravité. Voilà. Alors on dit aussi le terme aléa parce que le départ est aléatoire. On ne sait pas forcément quand ça va se produire. Alors si on prend l'exemple de la maison qui est derrière moi et si on regarde le versant, on s'aperçoit qu'on a une zone de départ, c'est-à-dire c'est une zone où des pierres se sont mobilisées, se sont mises en mouvement. Et s'il n'y avait pas eu la forêt entre le point de départ et cette maison, eh bien peut-être que la maison ne serait plus là aujourd'hui. Et on va voir pourquoi, parce qu'à l'intérieur, on va voir d'énormes blocs qui sont déposés en forêt, arrêtés contre des arbres. Et là, on va pouvoir parler plus précisément du rôle de protection de la forêt de montagne. Mais en montagne, il n'y a pas que les chutes de blocs. Il y a les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion des sols, les laves torrentielles. Face à ces risques, la forêt joue un rôle de protection plus ou moins efficace selon les cas. Par exemple, contre les avalanches, l'homme a compris depuis bien longtemps que le reboisement dans les zones de départ favorisait le maintien du manteau neigeux. On a donc créé des banquettes de reboisement